les gens qui vont au Congo, qui reviennent, disent que les gens sont dans une misère incroyable. Et moi-même qui vous parle, nous sommes à l'étranger, j'étais quand même assez choqué de m'entendre dire que mais au Congo, quand tu donnes 500 francs CFA seulement à une personne, mais il te prendra pour homme Dieu. 500 francs CFA, vous donnez 500 à quelqu'un, il vous prend pour un Dieu. Et là, ça me dépasse. Là. Ça me dépasse. Le Congo, les Congolais sont devenus tellement comme ça, à cause de cette peur-là, à cause de l'ignorance. Oui, mais Georges, c'est comme vous, ce matin-là, nous avons reçu une dame qui est passée. Il manquait même 500 pour acheter du personnel à ses enfants. Vous voyez, 500 francs. Elle a pris le courage de frapper à ma porte pour qu'on lui trouve 500 pour acheter quelque chose pour ses enfants. Mais c'est une situation, vraiment c'est triste. Une situation difficile. C'est comme j'ai dit tous les cas déjà, c'est pourquoi on a commencé à porter plainte. Et nous allons continuer, mais tous les crimes financiers et économiques. Parce qu'on ne peut pas laisser, en tant qu'OC de la société civile, nous avons ce droit-là d'être en justice. Sinon, rien ne changera dans ce pays-là. Et moi, je pense que si ce sont les mêmes qui sont toujours là, si c'est les mêmes qui sont toujours là, il n'y aura pas de changement. C'est pourquoi je demande aux Congolais à la réflexion. Les Congolais doivent réfléchir. Doivent réfléchir. Il y a beaucoup de crimes. Maître Berton venait de citer pas mal de crimes économiques et financiers. Donc, je pense que les Congolais doivent se lever aujourd'hui, se manifester pacifiquement peut-être, parce que manifester pacifiquement pour que les choses changent. Déjà, là, nous avons lancé la première plainte. On va lancer la deuxième plainte pour les terres. Mais nous demandons aux Congolais de prendre conscience et de contribuer. Parce qu'aujourd'hui, si, par exemple, sur 2 millions de Congolais apportent juste 100 francs, on aura 200 millions. On aura 200 millions. Donc, je pense que les Congolais doivent nous soutenir, doivent être derrière nous pour le combat que nous sommes en train de mener, pour que les choses changent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, bonjour. Je suis Georges Goma pour vous présenter Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Aujourd'hui, nous allons encore parler, n'est-ce pas, de cette dramaturgie qui se déroule au Congo-Brazzaville sur beaucoup de plans, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique également, mais aussi sur le plan territorial. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sans oublier qu'il y a un sujet qui est au centre du débat social aujourd'hui, c'est la question des terres. Des terres qui auraient été cédées ou vendues au Rwanda, autour de laquelle problématique il y a un flou artistique au point où le gouvernement ne sait plus comment se dépatouiller de cette problématique-là et desquelles aussi on voit les autorités rwandaises aussi se jeter sur cette problématique pour essayer d'expliquer aux Congolais ce qui se passe. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, nous allons parler aussi de la société civile congolaise et des ONG qui s'articulent autour de la société civile congolaise. Vous savez très bien que la société civile dans un État joue beaucoup de rôles, des rôles très significatifs dans la promotion de la démocratie et de la gouvernance, dans la défense des droits de l'homme, dans le développement économique et social, dans la lutte contre la corruption
dans la résolution des conflits et la construction de la paix, et aussi dans l'autonomisation d'un certain nombre de groupes sociaux comme les femmes et comme les enfants. Pour notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler de naissance d'une plainte ou des plaintes portées contre X et par la société civile congolaise, bien entendu. Et pour nous éclairer sur ce sujet-là, nous aurons deux personnalités de la société civile congolaise. Nous aurons à notre plateau Maître Bertrand Meunier Kounyanga, qui est un avocat pré-stagiaire, un doctorant à l'Université Marien Ngouabi en droit privé et en sciences criminelles, mais il est aussi et surtout le premier coordonnateur du mouvement citoyen Ras-le-Bol, très connu au Congo-Brazzaville. Il est aussi membre de la coalition contre les crimes économiques. Nous allons en parler aujourd'hui. Notre deuxième invité est aussi au Congo-Brazzaville, c'est M. Blanchard Cheroti Mavungu. M. Mavungu, lui, il est président de l'association pour le respect des droits de la population autochtone, du développement durable et des droits de l'homme, en sigle ARPA2DH. C'est une organisation qui est membre de la coalition contre les crimes économiques. Voilà ce que je peux dire sur nos invités. Alors, sans plus tarder, accueillons nos invités. Monsieur Bertrand Meunier, bonjour. Bonjour Georges, je suis content de participer à ton émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup, cher Bertrand. Monsieur Mavungu, bonjour. Bonjour Georges, et merci de m'avoir invité à cette émission. Très bien. Alors, quand j'ai dit ce que j'ai dit sur vous, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose que j'aurais oublié, que vous voulez rajouter un peu par rapport à votre profil à vous-même et aussi par rapport aux activités que vous menez au Congo-Brazzaville? Bon, ben moi je peux Monsieur Meunier, Bertrand Meunier. Succinctement, je présente le mouvement citoyen Ras-le-Bol, qui est une organisation de la société civile, un mouvement des activistes pour démocratie qui est né sur l'euphorie du changement de la Constitution en 2014, en octobre 2014. Donc en octobre, nous aurons 10 ans d'existence et qui avait lutté contre le changement. Mais la Constitution a quand même été changée avec les mutations du temps. Aujourd'hui, nous militons pour les droits humains, le respect des droits humains, les principes démocratiques et les droits fondamentaux. Voilà un peu. Très bien, merci. Monsieur Mavungu, à vous. Oui, c'est comme vous venez de dire, Georges. Nous sommes une organisation, une association non gouvernementale de défense et de promotion des droits humains d'abord, et aussi de défense des intérêts et droits des populations autochtones. Et nous travaillons sur les questions forestières liées, disons, la gouvernance forestière. En gros, c'est ça. Très bien, mais c'est parfait. Alors, nos auditeurs comprendront que qui est au centre de notre discussion, quand même, c'est l'activité de la société civile et des organisations non gouvernementales qui s'articulent autour de cette société civile. Et que dans toutes les sociétés, évidemment, la société civile représente la population. Et que toute gouvernance, par essence, a pour fonction de gouverner, d'accord, mais aussi de subvenir aux besoins divers de sa population dans tous les domaines. Il se trouve qu'au Congo-Brazzaville, depuis bientôt 30 ans, les populations congolaises sont dans un état de dénuement et de délabrement. Dans un pays qui n'a que 5 ou 6 millions d'habitants, dans un pays qui est producteur de pétrole et de gaz naturel, précisons qu'il s'agit du 3e producteur de pétrole en Afrique au sud du Sahara.
En plus de cette production de pétrole depuis pas mal d'années maintenant, pratiquement depuis les années 60 ou peut-être même les années 50, mais ce pays bougrement riche, avec une petite population de 5 à 6 millions d'habitants, il se trouve qu'aujourd'hui, on nous parle d'une situation de cessation de paiement dans un pays qui engrange des sommes incommensurables d'argent. Nous allons en parler dans cette émission parce que nous avons des données probantes là-dessus de l'argent du Congo qui est dilapidé. On retrouve dans les paradis fiscaux. Avec vous, Hélène Frade, bien sûr. Bonjour, Hélène. Bonjour, Pauline. Dans la presse aujourd'hui, d'abord, vous avez retenu pour nous l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays, Hélène, les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 dollars en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Et pourtant, les Congolais sont pauvres. Comment peut-on comprendre qu'un État puisse avoir autant de mois qu'une population, comment on peut dire, des effectifs de la société civile puissent engranger des mois et des mois sans leur argent. C'est à peine croyable. Et combien y a-t-il de fonctionnaires en République du Congo? En regardant assez rapidement, on trouve que au bas mot, le Congo a 80 000 fonctionnaires. 80 000 fonctionnaires, je reprends 80 000 fonctionnaires seulement, même pas 100 000 fonctionnaires. Ce qui veut dire que sur les 6 millions d'habitants, le gouvernement congolais doit prendre en charge seulement 80 000 fonctionnaires. Et chaque fonctionnaire, on sait très bien que derrière nourrit des familles énormes. Alors, comment peut-on comprendre que le Congo soit en état de cessation de paiement au point même où le premier magistrat du pays, le chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, pour ne pas le citer, a dit devant les médias que chaque fin du mois, il perd le sommeil. Il perd le sommeil parce qu'il n'arrive pas à payer, à ramasser un peu d'argent par-ci, par-là pour payer ses fonctionnaires et parfois à tour de rôle. Alors, comment peut-on comprendre qu'un pays de 5 millions d'habitants, 6 millions d'habitants, troisième producteur de pétrole et d'autres minerais et du bois précieux, avec 80 000 fonctionnaires seulement, et chaque jour, le baril du pétrole caracole en tête, comment peut-on comprendre qu'on n'arrive pas à payer ses salariés? Alors,
Rentrons dans le fond de notre émission. Je m'en vais vous poser cette première question d'ouverture. D'abord à vous, Maître Kounyanga. Qu'est-ce qui vous a poussé, parce qu'on parle quand même d'une plainte qui a été déposée ou des plaintes qui ont été déposées au parquet de Brazzaville. Pouvez-vous nous expliquer ce qui a motivé, n'est-ce pas, le dépôt de cette plainte-là, d'abord, sur la disparition de 14 000 milliards de francs CFA. Et pour vous donner un ordre d'idée autour de cette somme rondelette, ça équivaut à peu près à 8 ans de budget du Congo, c'est-à-dire 8 années de budget du Congo. Et cette somme a disparu comme par enchantement. Vous avez porté plainte contre X autour de cela. Dépôt d'une plainte ce 31 juillet 2023 devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Brazzaville contre X avec constitution de partie civile pour détournement et pillage présumé de fonds publics. Suite à la disparition, comme vous le savez tous ou presque, de 14 000 milliards de francs CFA, soit 25 milliards de dollars américains, issus des recettes excédentaires des revenus pétroliers réservés pour les générations futures. La plainte a été déposée par la coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers regroupant des personnalités indignées et une dizaine d'organisations non gouvernementales des droits humains, dont l'OCDH, MCC, CDHD, RALBOL, ARPA-2DH et M22. Dans le cadre du mandat de la société civile au titre du contrôle citoyen de l'action publique, la coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers au Congo-Brazzaville vient de déposer devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Brazzaville une plainte contre X avec constitution de partie civile pour détournement et pillage de présumés fonds publics. Comme vous le savez, le 12 août 2006, le président de la République, devant le Parlement réuni en congrès, annonçait l'ouverture d'un compte de stabilisation domicilié à la Banque des États de l'Afrique centrale afin de déposer pour le compte des générations futures les recettes excédentaires issues de l'augmentation de la production pétrolière et du fait de la forte hausse du cours du pétrole sur le marché international. Ce compte, qui a toujours été alimenté, avait engrangé au cours des 10 premières années un dépôt estimé à 14 000 milliards de francs CFA, soit environ 25 milliards de dollars américains. Ce montant a été confirmé par des interventions des officiels congolais, y compris le président de la République lui-même. Or, à ce jour, cette épargne destinée aux générations futures serait portée et disparue. Sans même que les générations présentes n'en soient informées ni rassurées de sa bonne gestion, plus aucune autorité constituée de la République du Congo n'en évoque l'existence actuellement. Or, aucun acte administratif ni législatif n'a annoncé la suppression de ce compte de stabilisation. Il s'est également de signaler que l'audit annuel de ce compte de stabilisation que le chef de l'État avait promis en 2006 et que devrait effectuer chaque année la Cour des comptes et de discipline budgétaire n'a jamais été réalisé. Et vous êtes en train de préparer aussi d'autres plaintes pour les terres qui sont vendues au Rwanda ou cédées au Rwanda. Alors, je reviens sur ma question. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche, Maître Bertrand Meunier? Alors, merci beaucoup, Georges. Je veux faire une petite jeunesse de l'origine de ces sommes, 14 000 milliards. Alors, depuis, je pense, 2024 vers 2025, le Congo a accumulé des excédents budgétaires. Et cet argent était gardé dans un compte à la Banque centrale. Ce compte, nous l'avons appelé compte des générations futures. Très bien. Et au bout d'un certain temps, le Congo a pu, par cet effet de transfert de ces excédents budgétaires à la Banque centrale, accumuler 14 000 milliards. Et donc, 14 000 milliards. Et jusqu'en 2014, nous avions 14 000 milliards.
Et dans un message sur l'état de la nation, le président précisait que nous avons pu, avec les économies que nous avons faites, accumuler 14 000 milliards que nous avons gardés dans un compte pour les générations futures. C'est un compte de stabilisation à la Banque centrale. Et cet argent était destiné à renflouer les caisses de l'État au moment où nous devrions, ou bien au moment où l'économie devait être, je vais utiliser quel mot, l'économie devait être en déliquescence. Oui, c'est-à-dire cet argent était gardé pour aider non seulement l'État, mais aussi les générations futures dans l'hypothèse où l'économie serait en déliquescence. C'est une période de vache maigre. Il peut arriver que dans la vie d'un État, il y ait une période de vache maigre et on devait prendre l'argent pour injecter un peu pour équilibrer le budget, c'est cela. Pour équilibrer le budget de l'État. Donc cet argent était destiné pour cela. Équilibrer dans les caisses de l'État dans les moments difficiles, dans les moments de déliquescence de l'économie. Et l'argent était bel et bien là. Et le président avait promis que ce compte devait être audité chaque année et que les travaux de ces audits devaient être rendus publics. Mais fort malheureusement, en 2014, nous apprenons qu'il y a eu disparition de 14 000 milliards. Et cette information a défrayé la chronique. Les gens en parlaient par-ci et par-là. Et lorsqu'on interroge les dirigeants, les autorités de notre pays, par les médias étrangers, eux, ils répondent en disant que pourquoi ça vous intéresse, les Congolais eux-mêmes n'en parlent pas. Le quotidien Français Libération a, en janvier dernier, publié une enquête sur une société, Orion Oil, qui aurait été, d'après le journal et les enquêteurs français, au cœur d'un système de détournement au profit de votre clan et de vous-même. Dans le viseur de la justice française, son directeur, Lucien Ebata, un de vos proches, qui a été mis en examen pour blanchiment et corruption. Il y a des éléments du dossier qui semblent pointer le doigt vers vous. Quelle est votre réaction à ces accusations graves quand même? Ah oui, ben, les médias français sont habitués à ce genre d'agression. Maintenant, toutes les affaires du Congo sont jugées en France par la justice française, par les médias français, par vous. Et jamais il y a de commission rogatoire au Congo, jamais de partie civile au Congo. Et c'est la France, à travers sa justice et ses médias, qui gère les affaires du Congo. Et les questions congolaises, pourquoi ça intéresse plus les médias étrangers au lieu que ça intéresse les Congolais? C'est à cela que nous nous sommes impliqués. Nous nous sommes dit, mais pourquoi nous devons nous taire? Parce que c'est aussi cela la société civile. Dans un pays où une dictature, où le Parlement ne joue plus son contrepoids, je pense que le contrepoids naturel devient la société civile ou l'Église. Donc l'Église constitue dès lors le contrepoids du pouvoir, ou la société civile constitue le contrepoids du pouvoir. Nous avons voulu dès lors prendre le taureau par ses cornes et porter plainte afin que les auteurs de ces détournements des fonds publics soient traduits devant la justice et qu'ils répondent devant la loi et devant le peuple congolais. C'était cela la motivation qui nous a poussé à porter plainte contre X pour détournement de 14 000 milliards. Que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances. Où est passé l'argent des générations futures? Mais c'est bien ça, les générations futures. Mais là aussi... Où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Ben, si des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve
Pour les générations futures, oui. Où est passé l'argent des générations futures? Mes amis, quand je suis passé ici en mai, vous m'avez posé la question, je vous avais répondu. Vous me la reposez. Je vous avais répondu. Vous avez oublié la réponse que vous avez donnée? Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Vous n'étiez pas tous là. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons faim. On a de l'argent derrière la maison, mais pourquoi ne pas aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là pour nous soulager aujourd'hui? Mais les générations futures dont on parle. Aujourd'hui, vous avez un enfant de 10 ans qui doit aller à l'école. Mais vous, les parents, vous ne pouvez pas l'aider à aller à l'école. Vous voyez que c'est un enfant qui sera sacrifié? Alors, pour la lanterne, je vais continuer avec vous, Maître Meunier. Pour la lanterne de nos auditeurs, il y a des termes qui relèvent d'un jargon juridique que vous êtes les seuls à comprendre. Et pour l'instant, nous voulons que les Congolais puissent comprendre ce qui se joue au fond. Quand on parle d'une plainte contre X, ça veut dire quoi au fond? Ça veut dire quoi au fond? Est-ce qu'il n'y a pas une personne à désigner directement? Parce que dans le X, il y a la recherche, il y a une équation, il y a une inconnue là. Mais on voit très bien que c'est le gouvernement qui a géré ces 14 000 milliards. Pourquoi ne pas porter plainte directement contre le gouvernement? Par exemple. Bon, mais vous savez, M. Georges, en matière pénale, la précision est très nécessaire. Dans cette affaire, beaucoup de personnes sont impliquées. Donc, ça serait imprudent pour nous de désigner nommément. Parce qu'il y a une enquête qui sera ouverte, bien entendu, par le juge d'instruction, parce que nous avons porté plainte devant le juge d'instruction avec constitution de partie civile. Et à son tour, le juge d'instruction a communiqué le dossier auprès du procureur de la République, qui va prendre un réquisitoire afin d'informer et qui va permettre au juge d'instruction d'ouvrir une information. Et lorsqu'il va ouvrir cette information, il se pourrait, ou d'ailleurs, c'est l'évidence, beaucoup de gens seront impliqués dans le dossier. Et pour nous, nous pensons que désigner nommément des personnes, ça serait limiter le champ d'action de notre plainte. Et l'idéal était de dire plainte contre X, comme ça, on donne la latitude au juge d'instruction d'interpeller tous ceux qui seront baignés dans ce scandale de détournement de deniers publics, notamment des 14 000 milliards. Très bien. Alors, M. Mavungu, votre intérêt va surtout la protection des populations autochtones, je l'ai bien vu, mais vous êtes aussi la coalition contre les crimes économiques. Nous parlons de ces crimes économiques. Bon, le Congo, quand même, aussi, a une histoire qui saute aux yeux, que tous les Congolais voient. Certains disent qu'il s'agit d'une dictature au Congo-Brazzaville. Et un certain nombre d'actes qui sont posés durant ces 20 dernières années, ça montre à suffisance que le régime en place entretient quand même des rapports assez difficiles avec son système juridique et aussi avec sa population. Est-ce que vous pensez que cette plainte-là pourra aboutir au Congo-Brazzaville avec un régime tel que vous le vivez d'ailleurs sur le terrain? Il y a beaucoup de vos actions qui ont été contrecarrées du fait de ce régime-là. La police est à pied, parfois sur les dents contre la société civile. On a vu certains d'entre vous aller en prison, tout simplement, alors que vous portez quand même des causes qui sont des causes tout à fait louables, des causes populaires. Et merci, Georges. Comme je venais de dire, nous sommes des organisations de la société civile et nous avons cette capacité-là de en justice. Et dans notre rôle, dans nos actions, c'est aussi le contrôle citoyen de l'action publique. Donc, parmi nos actions, c'est ça. C'est pourquoi nous avons pensé porter plainte en tant qu'organisation de la société civile. Parce qu'aujourd'hui, les populations, nous représentons les populations. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes les voix des sans-voix. Beaucoup se plaignent de la rue, n'ont pas le courage d'aller. Mais nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons cette possibilité. Nous jouissons de notre indépendance, de mener les actions. C'est pourquoi nous avons pensé porter plainte et nous avons quand même l'expérience. Nous avons une situation du bus de Brazzaville. Donc, bien que ce n'est pas encore terminé, il y a eu un jugement, que ça soit assez bien passé ou non, mais il y a eu quand même un procès pour l'édition du budget. Et je pense que ça aussi, ça va aboutir. Un jour, les responsables sont punis. Et nous croyons qu'il va aller. Parce que nous n'allons pas nous arrêter à la justice au niveau national.
s'il n'y a pas de favorable, nous allons mener aussi des actions de plaidoyer au niveau international pour que les outils 14 milliards partis comme ça. Vous avez bien dit, 14 000 milliards, ils ont près de 8 à 9 années de budget du pays. On ne peut pas laisser impuner cette histoire de 14 000 milliards. Non, non, non. Les responsables doivent être punis et nous devons connaître les responsables. Voilà, c'est ça. Ok. Bon. Alors, Monsieur Mavungu, je vais rebondir un peu sur vous. Là, vous représentez votre organisation à vous. Est-ce que vous pouvez, Maître Meunier également pourra intervenir là-dessus? Pouvez-vous nous donner un peu l'ampleur de cette société civile et des organisations qui travaillent autour de cette société civile? C'est quoi ces organisations? Parce que plus on est nombreux dans un système comme celui du Congo-Brazzaville, qui entrave évidemment à pas mal de fois le travail de la société civile, est-ce que vous êtes suffisamment nombreux, capables de former une coalition et porter des causes qui sont chères, n'est-ce pas, à la population congolaise? Oui, bien sûr. Pour le moment, nous sommes auprès de 12 organisations dans cette coalition. 12 organisations dans cette coalition, parce que c'est une coalition dénommée Coalition congolaise contre les crimes économiques et financiers. Il y a l'OCDH, le MCC, le mouvement Ras-le-Bol, l'ARPA-DDH, qui est notre organisation, et le CDHD et d'autres organisations. Donc, c'est une grande coalition. Et ça fait beaucoup d'années que nous menons des actions. Nous menons des actions de plaidoyer, des dénonciations. Donc, c'est une grande coalition. Et nous sommes sûrs que, comme on dit souvent, un seul doigt ne peut pas laver la figure. Mais en coalition, on est plus fort. Et nous savons que, voilà. Maître Meunier, je crois que vous voulez aussi intervenir là-dessus avant qu'on passe à une autre question. Je voulais compléter en disant que, outre les organisations qui ont la personnalité juridique, il y a aussi des individualités qui sont membres de cette coalition. Des gens qui ne représentent pas des organisations, mais qui, de leur expertise, de leur intelligence, apportent leur pierre à l'édifice pour le combat que nous menons. Donc, c'est, comme a dit Blanchard, une coalition qui regroupe beaucoup d'organisations, mais aussi des personnalités qui ne sont pas membres des associations ou des ONG. Donc, nous conjuguons nos efforts pour mener à bien ces actions que nous avons commencées depuis longtemps. D'accord. Alors, je vais continuer avec vous, Maître Meunier. La société civile, toutes ces organisations que vous venez de citer là, en fait, ils travaillent pour la population d'une manière générale. Et nous sommes dans une situation où, au Congo-Brazzaville, comme on l'a dit tantôt, c'est un pays bougrement riche, mais avec une population très, très, très pauvre. Très, très, très pauvre. Et jusqu'aujourd'hui, en dehors de vous, en tant que des formes organisées, hein, qui prenaient des actions, qui sortaient dans la rue, ma question est de savoir un peu quelle est la nature des rapports que vos organisations ont avec la population, cette base-là. Est-ce que cette base est suffisamment consciente des enjeux que vous portez dans les actions que vous posez, de sorte qu'ils puissent vous appuyer aussi en tant que tel? Parce que si on dit, vous êtes installé à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Ouesso, mais dans les villages aussi, il y a cette population qui parfois ne sait pas ce qui se joue. Et c'est parce qu'ils ne savent pas ce qui se joue qu'ils sont peut-être tranquilles et laissent faire un peu les criminels économiques et financiers qui sévissent, n'est-ce pas, au centre du pouvoir. Non, Georges, je peux te garantir que la population congolaise est fortement éveillée. Déjà vers les années 80, le Congo était l'un des pays les plus scolarisés d'Afrique, peut-être même dans le monde aussi. Donc nous avons un taux de scolarisés qui fleurait les 98%. Donc les Congolais sont bien instruits, ils sont bien éveillés, ils sont connectés dans les réseaux sociaux, ils suivent les actions de la société civile. Nous sommes en contact parce que nous recevons des encouragements, nous recevons les appels pour nous demander de continuer les actions. Donc je veux dire en gros que la population est fortement impliquée. Seulement le seul bémol, c'est que le pouvoir congolais se caractérise par la gouvernance à la mitraillette. Et le fait que nous avons vécu beaucoup des événements a apeuré les populations. C'est ce qui fait que
parfois ils sont en arrière, laissant les organisations mener les actions seules. Mais en sourdine, ils nous soutiennent. Le moment arrivera où vous verrez vous-même, puisque la grogne est en train de monter, le moment arrivera où vous verrez vous-même la population s'exprimer sans même que la société civile donne le tempo. Donc, elle est éveillée seulement que la répression, elle est brutale au Congo et la population est un peu apeurée. Mais cela n'empêche qu'elle puisse s'exprimer le moment venu et à l'occasion qui se présentera. Et Maître Meunier, et cette peur-là peut se comprendre, non? Parce que le régime qui est en place depuis, j'ai dit, depuis 30 ans maintenant, qu'ils ont commencé les violences les plus franches, les plus farouches au Congo-Brazzaville, c'est que cette population a été traumatisée aussi. Il y a la notion de traumatisme. Et parfois ce traumatisme, vous me direz si je me trompe, et parfois ce traumatisme est inconscient. Mais quand je vous entends dire que non, ben écoutez, M. Goma, non, la population congolaise n'est pas atone, il arrivera un moment où évidemment elle va s'exprimer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font au centre du pouvoir, qui sont des choses inacceptables. On entend parler des détournements comme ça, tranquillement, des sommes incommensurables et puis avec des preuves à l'appui, mais personne n'est allé en prison, Maître Meunier. Personne n'est allé en prison. Alors, c'est l'occasion, vous êtes juriste, c'est l'occasion pour moi de vous poser la question de savoir, finalement, quelle est la nature des rapports que l'exécutif au Congo entretient avec son système judiciaire, ou son système judiciaire, je veux dire, par rapport à cette impunité qui crève les yeux. Alors que les Congolais sont en train de crier, hein? Famille. Je veux être un peu prudent d'incriminer la justice congolaise, mais les analystes peuvent interpréter, ils voient comment la justice est à double vitesse. Il y a des détournements qui sont faits par-ci, par-là. Vous avez écouté il n'y a pas longtemps la fille du secrétaire national de la sécurité prêter 1,5 milliard à son copain. Disons les noms. Si vous ne voulez pas dire, Maître Meunier, je vais le dire. Je pense que nous tous, nous avons entendu ça. Il s'agit de M. Jean-Dominique Okemba. Il s'agit de la fille de Jean-Dominique Okemba qui aurait, je reste conditionnel, parce que là encore, voilà, qui aurait, n'est-ce pas, donné 1,5 milliard à son amant, ou à son ami, ou à son mari. Ça a été dit. 1,5 voilà. millions. Et c'est de plein commentaires, ça sortait de sa bouche. Elle s'adressait à un général qui est, semble-t-il, commandant de zone de Pointe-Noire, le général Okiba, où elle disait que je l'ai prêté 1,5 milliard. Et est-ce qu'on peut nous démontrer par quelle voie elle a pu avoir tout cet argent? Non, mais vous voyez bien que lorsqu'il y a quelqu'un qui a détourné 50 millions, le procureur de la République fait un balai médiatique. On le présente devant le média parce que certainement que celui-ci ne pèse pas en face du pouvoir. Mais elle a prêté 1,5 milliard. C'est déjà d'abord de la thésaurisation parce que l'argent était certainement gardé dans sa maison et se cache derrière ces transactions, certainement les détournements de fonds publics et les enrichissements sont en cause, les enrichissements illicites. Donc, vous allez comprendre que la justice est à double vitesse. Mais il faut que nous continuions à mener les actions. Tant que l'action n'est pas prescrite, les choses bougent. L'alternance est un phénomène naturel. Le changement est aussi un phénomène naturel. Arrivera un jour où nous aurons des vrais magistrats qui seront indépendants et qui diront bon droit. Donc, moi, je pense que nous devons continuer à mener nos actions, quelle que soit la nature de la justice que nous avons. Et le président lui-même, d'ailleurs, l'avait dit dans un discours, que je ne surprends personne lorsque je vous informe que notre pays n'est pas exempt de corruption, de détournement des deniers publics et j'en passe. Et il dit, c'était devant le Parlement réuni en congrès, là, ce sont les dirigeants qui sont indexés. Vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, aucun dirigeant n'est indexé. Vous allez vous souvenir des fonds de soutien à l'agriculture. 114 milliards avaient disparu comme ça et un communiqué a été fait par le directeur de la surveillance du territoire, le général Obara, que des personnes devaient être interpellées. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'interpellation.
le fonds FIGA avec Madame Lydia Mikolo. Jusqu'à aujourd'hui, même elle-même n'est pas inquiétée. Très récemment, à Dolisie, il y a eu un lanceur d'alerte, Fred Makita, qui dénonce les détournements des deniers publics. Le directeur est interpellé et certains collaborateurs du ministre, mais la comptable de l'hôpital général de Dolisie n'est pas interpellée jusqu'à ce jour. Donc vous comprenez par là qu'il y a des gens qui ont le droit de voler et d'autres n'ont pas le droit, et c'est une justice à double vitesse. Mais il faut continuer à espérer. Maître Meunier, excusez-moi que je vous interrompe à un certain moment parce que les choses que vous dites sont très très importantes et je voudrais rebondir là-dessus pour qu'il y ait cette interaction, que les gens nous comprennent très bien. Vous avez mentionné l'affaire récente de l'hôpital général de Dolisie avec M. Fred Makita. Il faut dire ceci quand même aussi. Hein? M. Fred Makita a dénoncé avec des preuves à l'appui, avec un langage très rigoureux, avec un sens très avancé de la gestion ou de l'observation de la mauvaise gestion, la mégestion, on peut le dire de cette manière-là. Mais M. Ngatse, qui est le ministre du budget, là, a pris une note, n'est-ce pas, comment je peux dire ça, pour le retirer. On va dire le congédier, le licencier. Le congédier, voilà, c'est ce que je, voilà, c'est l'expression que je cherchais. Pour le congédier, Voilà donc une personne qui, avec des preuves à l'appui, met en évidence des malversations qui sont visibles et que le ministre de la République en charge du budget ait le courage de prendre une note de congédiement de cette personne-là. Et dans votre langage, je peux comprendre que vous soyez assez prudent, vous êtes prudent, mais je pense quand même que les Congolais retrouveront leur souveraineté quand ils auront le courage d'affronter ces problèmes-là et de nommer un chien par un chien, un chat par un chat. Voilà, c'était cette remarque que je voulais faire. Un ministre de la République qui congédie une personne qui apporte quand même des lumières sur l'existence. Mais vous pouvez comprendre par là la complicité, je veux dire, du ministre en question. Parce que lorsque Fred explique, il dit que lors de la réunion, il demandait que soit mis au clair ces détournements de ces 48 millions qui étaient versés à l'hôpital de Dolisie, une rubrique qui venait au même moment que les salaires. Et cette rubrique n'était pas justifiée. Et que lorsque Fred demandait, le directeur lui dit « Je vais aller à Brazzaville en parler au ministre. C'est alors que je verrai s'il faut retirer ou pas. » Vous voyez par là que lorsqu'il arrive à Brazzaville, le ministre simplement fait quoi? Prend une lettre pour congédier Fred Makita. Donc ça vous saute à l'œil. Ça vous saute à l'œil qu'il y a bel et bien complicité du ministre et les collaborateurs du ministre de la Santé qui ne doivent pas être eux aussi épargnés. Donc, c'est un système qui est comme ça. C'est un colosse, c'est difficile à combattre parce qu'il faut vous souvenir que il y a 3 ans, le Congo était placé sur le top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Et on ne combat pas la corruption en privilégiant les uns et en laissant passer les autres voleurs. Donc, le système est fait ainsi. Mais étant des acteurs de la société civile, nous avons le désir de prendre le taureau par les cornes, commencer à porter des plaintes. Là, nous sommes à notre première plainte qui particulièrement se base sur les détournements de 14 000 milliards. Mais il y a une deuxième plainte que nous allons porter contre ceux qui ont vendu ou qui ont tenté de vendre les terres appartenant au peuple congolais. Et nous sommes en train de réfléchir sur la procédure. Très bien, on reviendra là-dessus. Alors, Monsieur Blanchard, Cheroti Mavungu, le Congo-Brazzaville, c'est un pays qu'on nous dit très, très endetté. Le Congo-Brazzaville est très endetté. Et pourtant, chaque jour, pratiquement, on nous donne des chiffres sur la production du pétrole, sur la production du bois, sur l'exploit et aussi les impôts aussi. Hein, les Congolais payent leurs impôts. Les contributions directes n'arrêtent pas, n'est-ce pas, de fournir l'argent en principe qui devait aller au trésor public. Alors, ma question, puisque vous êtes au Congo-Brazzaville, c'est de savoir un peu comment comprendre un tel
paradoxe qui finalement devient un paradoxe insoutenable. Insoutenable d'un pays qui engrange beaucoup d'argent et qui reste toujours endetté de façon récurrente, alors que même, vous allez me le dire, M. Mavungo, la dette du Congo a été allégée et parfois supprimée à beaucoup de fois. Il y a, à une certaine date, que vous connaissez certainement, le Congo a atteint le fameux point d'achèvement avec les... En 2010. Voilà. À un moment aussi, tous les bailleurs, que ce soit le Club de Paris, que ce soit le Club de Londres, que ce soit le FMI et d'autres bailleurs, avaient carrément annulé, passé le chiffon sur la dette du Congo-Brazzaville. Et tout récemment, là, en 2022, je pense, la Chine aussi a enlevé une bonne partie de la dette du Congo. Alors, comment peut-on comprendre qu'un pays qui engrange de l'argent par la vente de ses matières premières, un pays à qui on a enlevé la dette, soit toujours endetté aujourd'hui? On a du mal à comprendre, sincèrement, là. Comment peut-on le comprendre? Comment vous l'expliquez, M. Mavungu? Bon, ben, vous l'avez dit, hein? Parce que moi, je pense que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Moi, je me dis que si ce sont les mêmes qui nous dirigent, ça va toujours se pérenniser. Parce que c'est un problème de gouvernance. Il y a un problème de mauvaise gouvernance. Donc, je pense que les Congolais doivent réfléchir. Les Congolais doivent s'élever. Ah. Ils doivent s'élever, parce que c'est ça le grand problème. Moi, je me dis toujours qu'il y a deux poisons qui tuent le Congolais. C'est l'ignorance et la peur. Beaucoup connaissent leurs droits. Ils ont peur de s'élever. Ils ont peur de dire un mot. Mais quelqu'un dit, je ne sais pas si j'ai bon, moi c'est... je crois que c'est Nelson Mandela. Un peuple qui a peur de se lever n'a pas le droit de se plaindre. Mais si le Congo ne se plaint pas, pourquoi se plaindre encore? Déjà, quand vous prenez les 14 milliards, c'est quand même une somme astronomique. 8 ans de budget de notre pays. Mais les gens n'arrivent pas à se lever, à dénoncer. Non. C'est pourquoi nous avons lancé, nous demandons aux Congolais de soutenir cette plainte que nous avons déposée, d'apporter quelque chose pour soutenir la plainte, afin que nous puissions payer nos avocats et le frais de justice. Oui. Donc, je pense que... On va revenir, j'ai une question là, vers la fin là. On va revenir un peu sur la plainte, évidemment, comment est-ce qu'impliquer les Congolais dans cette plainte-là. Mais je reviens un peu sur, vous avez parlé de l'ignorance et la peur. L'ignorance et la peur. Et en même temps, Maître Meunier avait parlé du fait que, bon, peut-être que les Congolais n'ont pas aussi peur que ça. Parfois, quand on voit quand même de façon claire, de façon même sauvage, la façon dont les biens publics sont dilapidés, les deniers publics sont dilapidés parce que ça se dilapide en termes de milliards là. Les gens volent des milliards là. Et c'est au vu de tout le monde. Et en tout temps, il y a les Congolais qui crèvent la dalle. Excusez-moi l'expression, mais qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école. Donc c'est presque tous les jours, les gens qui vont au Congo, qui reviennent, disent que les gens sont dans une misère incroyable. Et moi-même qui vous parle, nous sommes à l'étranger, j'étais quand même assez choqué de m'entendre dire que au Congo, quand tu donnes 500 francs CFA seulement à une personne, mais il te prendra pour un Dieu. 500 francs CFA, vous donnez 500 à quelqu'un, il vous prend pour un Dieu. Et là, ça me dépasse. Là. Ça me dépasse. Le Congo, les Congolais sont devenus tellement comme ça, à cause de cette peur-là, à cause de l'ignorance. Oui, mais Georges, c'est comme vous... Ce matin-là, nous avons reçu une dame qui est passée, qui manquait même 500 pour acheter du personnel à ses enfants. Vous voyez, 500 francs. Elle a pris le courage de frapper à ma porte pour qu'on lui trouve 500 pour acheter quelque chose pour ses enfants. Mais c'est une situation, vraiment c'est triste, une situation difficile. C'est comme j'ai dit tous les cas déjà, c'est pourquoi on a commencé à porter plainte. Et nous allons continuer, mais tous les crimes financiers et économiques. Parce qu'on ne peut pas laisser, en tant qu'OC de la société civile,
Nous avons ce droit-là d'être en justice. Sinon, rien ne changera dans ce pays-là. Et moi, je pense que si ce sont les mêmes qui sont toujours là, si c'est les mêmes qui sont toujours là, il n'y aura pas de changement. C'est pourquoi je demande aux Congolais à la réflexion. Les Congolais doivent réfléchir. Doivent réfléchir. Il y a beaucoup de crimes. Maître Berton venait de citer pas mal de crimes économiques et financiers. Donc, je pense que les Congolais doivent se lever aujourd'hui, se manifester pacifiquement peut-être, parce que manifester pacifiquement pour que les choses changent. Déjà là, nous avons lancé la première plainte. On va lancer la deuxième plainte pour les terres. Mais nous demandons aux Congolais de prendre conscience et de contribuer. Parce qu'aujourd'hui, si, par exemple, sur 2 millions de Congolais apportent juste 100 francs, on aura 200 millions. On aura 200 millions. Donc, je pense que les Congolais doivent nous soutenir, doivent être derrière nous pour le combat que nous sommes en train de mener, pour que les choses changent. Là, comme on a dit, pour le cas de ce que Fred de Bakar venait de dénoncer, il y a eu quand même, comme l'a dit Maître Berton, la justice à double variable. Les gars ont été traduits en justice, aujourd'hui, d'autres sont à la maison d'arrêt, mais pour les autres crimes. Vous avez parlé du secteur minier, secteur forestier, tous ces détournements qui se font là. Les gens qui viennent piller les ressources du pays en complicité avec certains hommes qui sont du pouvoir. Mais c'est au vu aussi de tout le monde. Et des populations qui vivent dans ces contrées-là, dans ces villages-là, subissent. Ces compagnies, que ces entreprises ne résignent les études n'ont pas d'inventaire social. Donc, polluent l'environnement. Détruit tout ce qui appartient à ces populations. Mais parce qu'il y a des gens qui en profitent. Mais comme la justice aussi n'est pas indépendante. Mais si la justice avait jouissé de son indépendance, je pense que les choses allaient changer. Allaient changer. Donc, en tant qu'organisation de la société civile, c'est comme je l'ai dit, nous, on ne va pas fermer nos bouches. On va continuer à dénoncer. On va continuer à mener les actions. C'est pourquoi, d'ici peu, on va porter plainte pour la cession ou la vente de terres. On doit nous éclaircir. Nous devons connaître. Monsieur Mavungu, on vous a dit que les terres n'ont pas été vendues. On a entendu le ministre rwandais des Affaires étrangères nous dire que les terres n'ont jamais été vendues. Et puis aussi, on voit l'activisme, l'ambassadeur du Rwanda au Congo-Brazzaville, qui, avec un toupet incroyable, veut faire la pédagogie aux Congolais. Là, on l'entend, c'est à croire que les Rwandais sont au Congo-Brazzaville, dirigent depuis le Rwanda, en ce qui concerne le ministre des Affaires étrangères. Depuis le Rwanda, il dit des choses qui sont sur le Congo-Brazzaville, et l'ambassadeur qui est sur place aussi à pied d'œuvre pour instruire les Congolais là-dessus. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez en dire là-dessus? Mais nous pensons que l'autre, il y a Mathias Zizon, je ne sais pas si vous avez suivi la conversation de Mathias Zizon, lui, il a dit, il a démontré. Aujourd'hui, le Rwanda veut créer un empire tutsi-rwandais au niveau de la sous-région. Donc, les gens que nous connaissons un peu le parti Rwanda, l'exemple de nos amis de la RDC, nous voyons tout ce qui se passe à l'est de la RDC. Comment les gens sont tentés de mourir. Donc, on ne va pas nous dire qu'aujourd'hui, pourquoi les Rwandais ne devaient pas laisser la RDC. Aujourd'hui, le Rwanda est le premier producteur du coton. Est-ce que dans son pays, on exploite le coton? Mais c'est pour une raison de plus, pour venir piller aussi au Congo. Et je vous assure, les zones que le Rwanda, le 980 000 km ou les 980 km carrés, que le Rwanda va prendre, c'est des zones immensément riches. Il y a beaucoup de ressources minières, forestières. Donc, je pense que nous devons réfléchir. Quand on parle de la culture du ricin, le ricin, c'est une plante toxique qui apporte beaucoup de sol. Et ça va nous mettre nos paysans en difficulté. Donc, je pense que les Congolais doivent s'élever, doivent contribuer à raison de 200, 500 pour soutenir cette plainte. Donc, je pense que Georges, c'est ça. Donc, il n'y aura pas de changement. Rien ne marchera.
Bon, Monsieur Mavungu, avant de passer à Maître Meunier, dites-moi un peu là, nous sommes nombreux à être à l'extérieur du pays et à parler, à tirer la sonnette d'alarme, à donner des éléments là-dessus, sur la manière dont le pays est vraiment sur une pente très dangereuse, très dangereuse. Et les gens ne semblent pas en avoir conscience. Mais dites-moi, c'est une question personnelle, Monsieur Mavungu. Pourquoi n'avez-vous pas peur? Vous êtes au Congo-Brazzaville parce que nous on dit, mais oui, vous parlez de l'extérieur, venez au Congo. On nous invite à venir au Congo. Mais pourquoi vous n'avez pas peur, vous, alors que vous êtes sur place? Peut-être que ça va rassurer les autres ou ceux qui ont peur de venir avec vous. Moi, je pense que le Congo appartient à tout Congolais. Et la Constitution garantit ce droit-là de liberté d'expression, d'opinion, de manifestation. C'est sur cette base que nous, en tant qu'organisation civile et en tant que citoyens, nous nous levons. Nous nous levons. Parce que, c'est comme je venais de dire, aujourd'hui, ce n'est pas seulement prendre les lois, ratifier les conventions et les lois, mais la mise en application. Il faut respecter ces lois. C'est ça aussi la démocratie. Donc, si réellement le Congo se proclame partout un pays démocratique, mais il doit prouver aussi au niveau, comment dirais-je, national que oui, nous jugeons de cette démocratie. Les gens doivent parler, les gens doivent se manifester. Donc c'est pourquoi on ne peut pas avoir peur. En tant qu'aussi défenseur des droits humains, c'est notre travail de dénoncer, de faire les plaidoyers, de mener les actions pour que les gens soient. Nous ne sommes pas ennemis du gouvernement. C'est ça, exactement. Exactement. Mais quand les choses ne marchent pas, nous avons le droit de parler, de leur dire non, là, vous avez poussé le bouchon trop loin. Nous avons vu les terres, l'article 217 violé, 219 violé, le peuple n'a pas été consulté, la loi n'est pas passée au Parlement. Mais une situation comme ça, et on va observer, on ne va pas dire quelque chose comme ces députés qui sont de marbre au Parlement, qui ne disent rien. Non, je pense que nous devons nous lever. Nous devons prendre conscience. Donc, c'est pourquoi. Très bien. Voilà. Très bien, M. Mavungu. Alors, Maître Meunier, avant de venir à une question qui va concerner directement, n'est-ce pas, la plainte en question et l'appel qu'on va faire aux populations congolaises de soutenir cette plainte-là, je vais vous poser cette question. Monsieur Mavungu a parlé un peu de le droit qui n'est pas bien rendu. Je pense que le droit, c'est une profession noble, déjà la noblesse du droit. Et que pour garantir un état de droit, la justice occupe une place fondamentale. La justice sociale également va avec tout cela. Mais on est parfois au regret de voir que dans le système juridique ou judiciaire congolais, il y a beaucoup d'avocats, beaucoup d'avocats, des avocats qui ont fait des grandes études, qui sont des experts, n'est-ce pas, pour dire le droit. Et très peu sont souvent pour soutenir les causes sociales, comme celles que la société civile est en train de défendre. Et qui sont là plutôt à soutenir plutôt les actions qui sont répréhensibles, que l'on voit, n'est-ce pas, au centre du pouvoir. Est-ce que les avocats ont aussi peur de dire le vrai droit au Congo-Brazzaville? Ça, c'est de l'extérieur que je le dis. Hein. Vous êtes au Congo, vous êtes juriste, eh bien, vous devez le sentir quand même dans ce vécu-là. Est-ce que les avocats aussi ont peur de dire le droit au Congo-Brazzaville? Bon, ben, on va dire que les avocats sont des professionnels indépendants de la justice, comme les huissiers de justice et les notaires. Et le droit est dit par le juge, par les magistrats, le procureur de la République qui prend des réquisitions et le juge qui prend des décisions, qui prend des jugements. On ne va pas dire aujourd'hui que le droit n'est pas totalement dit, mais nous avons épinglé tout à l'heure que nous avons une justice à double vitesse. Et il faut reconnaître que chaque société ou chaque peuple n'a pour dirigeant que les dirigeants qu'il mérite. On dit qu'un peuple de moutons
ne mérite que les dirigeants de loup. Et la souveraineté nationale appartient au peuple congolais qui l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants ou par voie référendaire. Donc, c'est au peuple de donner le tempo, c'est le peuple de surveiller l'action du gouvernement, c'est au peuple de surveiller l'usage de ces deniers publics. Lorsque nous consommons, lorsque nous achetons quelque chose, nous payons l'impôt indirectement. Cet argent est destiné à améliorer le plateau technique dans les hôpitaux, à construire des routes, à construire des hôpitaux. C'est notre argent. Et le fait que c'est notre argent, ça nous donne le droit et qualité de surveiller l'usage qui est fait de cet argent. C'est pourquoi le peuple doit se lever, le peuple doit être courageux. Mais moi, par contre, je ne suis pas trop pessimiste, je suis optimiste. Je pense que le peuple n'est pas trop dans la peur. C'est vrai que notre régime est caractérisé par la gouvernance à la mitraillette, mais tout de même, nous sentons des manifestations inopinées, spontanées. On a vu il n'y a pas longtemps les jeunes qui partaient dans une caserne vers Sadelmi pour se faire recruter à l'armée. Et lorsqu'ils ont aperçu des velléités de corruption, de passe-droit, les jeunes ont manifesté. Les images sont légion, les images sont là dans les réseaux sociaux. Vous avez vu que une dame dans les réseaux sociaux était arrêtée parce qu'elle dénonçait la corruption qui était constatée pour l'obtention de la pièce d'identité, qui était d'ailleurs interpellée par le ministre Mboulou et relâchée. Donc vous voyez que les gens parlent, mais il faut continuer à parler. Je vais vous faire une anecdote. J'ai lu, c'est le nom qui est un peu compliqué à prononcer, un écrivain disait, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, que je ne dénonçais pas les fascistes parce que je n'étais pas fasciste. Lorsque Hitler a commencé à arrêter les catholiques, il ne dénonçait pas parce qu'il n'était pas catholique. Lorsqu'il a commencé à arrêter les homosexuels, il ne dénonçait pas parce qu'il n'était pas homosexuel. Mais lorsque les troupes d'Hitler sont arrivées devant sa porte, il n'y avait plus personne pour dénoncer. Et donc, dans notre pays, la réalité est que même si vous dénoncez, même si vous ne dénoncez pas, vous subissez les affres de la dictature, vous subissez les injustices sociales, vous subissez le chômage, les coupures intempestives d'électricité, les factures d'eau qui viennent comme ça alors que l'eau ne coule pas dans les robinets. Et donc, ceux-là qui ne dénoncent pas, mais qui subissent des affres de la dictature, mais ils vivent la même chose. Moi, je pense que l'idéal, c'est de dénoncer. Et si on va nous arrêter, on nous arrête. Si on ne nous arrête pas, au moins nous avons dénoncé. C'est ça, en fait, le courage qui nous anime en tant qu'acteurs de la société civile. Blanchard, voilà. Oui. Très bien. Alors, je vais enchaîner avec vous, Maître Meunier, sur cette question. Parlons-en de la technicalité de la démarche qui est la vôtre, parce que, disons les choses clairement, il est maintenant temps de fédérer les Congolais autour de cette cause-là. Hein? Alors, quelles sont, est-ce qu'il y a des difficultés? Quelles sont les difficultés que vous éprouvez à faire, n'est-ce pas, à aboutir cette plainte-là? Ça fait quand même un an que vous avez porté plainte, que vous avez déposé cette plainte-là. Est-ce qu'il y a eu déjà, n'est-ce pas, est-ce que le tribunal a bougé? Est-ce que le parquet de Brazzaville a bougé? Quelle est la suite qui a été faite, n'est-ce pas, à ce dépôt de plainte contre X? Est-ce que vous avez l'impression que les choses vont bouger? Parce que parfois c'est long, hein? Les gens prennent le temps dans la justice, là. Oui, ben, vous savez, les procédures judiciaires, nous sommes en Afrique, hein, les procédures judiciaires sont parfois très longues, d'autant plus que la question des 14 000 milliards, c'est une question qui concerne des personnalités qui jugent parfois des immunités, parfois parlementaires, ou encore des privilèges de juridiction. Donc, il se pourrait qu'il y a peut-être au niveau de la justice des interrogations au point de vue technique, comment mener la démarche. Mais nous, à notre côté, nous avons posé les premiers actes. Nous avons constitué avocat. Il y a un avocat qui est constitué. Normalement, sur la liste, ils sont 6. La seule difficulté que nous avons, ce sont les ressources financières. Une fois que nous avons assez d'argent, les avocats
qui sont à l'étranger viendront pour plaider cette affaire. Ils vont élire domicile auprès de leur confrère qui est à Brazzaville, qui a déjà commencé à faire des premiers actes, qui est allé voir Madame la doyenne des juges, qui lui a informé sur la situation de la plainte, sur l'état de la plainte, et qui lui aurait dit qu'il a communiqué la plainte auprès du procureur de la République pour que lui, à son tour, prenne un réquisitoire afin d'informer. Et donc, nous sommes encore à cette étape. Mais il faut, puisque nous sommes en procédure judiciaire, il faut qu'il y ait des avocats qui suivent cette affaire. Parce que c'est une affaire quand même de gros sous. Vous voyez, 14 000 milliards, ça sera des personnalités importantes de notre pays qui seront épinglées. Et c'est tout à fait normal que la doyenne des juges ou encore les magistrats qui sont impliqués dans le dossier puissent faire montre de cette réticence. Mais il faut que nous continuions à communiquer, continuer à pousser le bouchon et assurément, nous arriverons vers une victoire. Et ça, c'est évident parce que nous en avons eu dans le passé. Donc, c'est un peu à cette situation que nous confrontons actuellement, mais ça va aboutir. Ça va aboutir. Oui, est-ce qu'il y a une dimension internationale à cette démarche-là? Parce que quand on voit évidemment le système traîne des pieds, hein, de toutes les façons, hein, il va sans dire que le régime va. Vous avez parlé vous-même d'une justice à deux vitesses, donc on sait ce que ça veut bien dire. Et la plainte que vous avez déposée n'est pas bien vue là où elle atterrit. Est-ce qu'il y a une dimension internationale à ce que vous êtes en train de faire? Le Congo fait partie des Nations Unies, hein, donc il y a une dimension internationale aussi. Les Nations Unies ont, n'est-ce pas, cette obligation de protéger les peuples congolais, puisqu'on voit très bien. Oui. Et puis aussi, un autre élément que je vous donnais, par rapport, puisqu'on va parler aussi des honoraires des avocats, vous avez évoqué cela, et si on veut éviter le peuple congolais à participer, c'est bien parce que le régime en place aussi, qui a des moyens énormes, des milliards et des milliards, on voit ce qu'ils en font, eh bien, ils vont tout faire pour que l'autre côté ne puisse pas avoir des moyens aussi. Donc, je pense que les Congolais ont besoin de comprendre le fond de ces enjeux-là pour qu'ils participent aussi, n'est-ce pas, à cette collecte de fonds. Bon, je pense que ce que les Congolais doivent comprendre, c'est ceci. Si nous n'avons pas des plateaux techniques performants, bien évidemment, c'est parce que l'État avait beaucoup d'argent qu'il a gardé dans un compte et que des personnalités de ce pays ont détourné cet argent. Si l'État n'arrive pas, le gouvernement Makosso n'arrive pas à payer les bourses des étudiants qui sont à 4 ans sans bourse, c'est parce que, bien évidemment, cet argent a été détourné. Si l'État n'arrive pas à payer les retraités, n'arrive pas à payer les fonctionnaires, n'arrive pas à payer les agents qui émargent dans les budgets de transfert, bien évidemment, c'est parce que cet argent a été détourné. J'ai une liste ici des personnalités qui ont été épinglées par Global Witness, par un consortium des médias qu'on appelle les Panama Papers. Il y en a d'autres aussi. Il y a d'autres aussi. Ce n'est pas tout. Hein. Il y a d'autres aussi. Il y a aussi les Pandora Papers. Et il y en a tant d'autres qui ont épinglé des personnalités qui ont en eux seuls plus de 6 000 milliards dans les paradis fiscaux. Et ici, là, il y a le nom. Je ne veux pas citer le nom parce que j'ai dit tout à l'heure, je garde ma prudence. Il y a le nom de quelqu'un à qui on a cité 9 comptes, 9 comptes dans 9 banques. Et dans le premier compte, il a 800 millions. Dans le deuxième compte, il a 400 millions. Dans le troisième compte, il a 150 millions. Voyez-vous, ça c'est la première personne. Il a 8 comptes. La deuxième personne aussi a beaucoup d'argent dans les paradis fiscaux, donc les îles Caïmans, la Suisse, la Chine, dissimulé dans beaucoup de pays dans le monde. Cet argent, c'est l'argent des populations. Il faut bien que nous nous battions pour que cet argent soit rapatrié au pays. Et si l'argent arrive au pays, je pense que l'État pourra payer les bourses, pourra payer les fonctionnaires, les retraités et venir en aide aux populations pauvres qui sont dans les zones reculées. Et Blanchard venait de dire tout à l'heure, il a été à l'intérieur du pays, il a vu comment les communautés locales vivent dans des conditions précaires. Les communautés locales et les populations autochtones qui subissent des injustices du fait de l'exploitation illégale des mines ou encore l'exploitation illégale des forêts. Et donc cet argent va aider les Congolais à résoudre beaucoup de problèmes. C'est 14 000 milliards, vous avez dit tout à l'heure, c'est 8 années de budget. Mais moi, je veux un peu aggraver. Le budget de l'Issouba était de 400 milliards. Donc 14 000 milliards correspond
Après de 30 ans de budget, si c'était l'Issouba qui était aux affaires, 30 ans de budget, donc pendant 30 ans, vous avez la stabilité financière. Donc, ce n'est pas une affaire de blague. Nous ne blaguons pas lorsque nous disons qu'il faut que les Congolais se lèvent. Et cet invite n'est pas de nôtre. C'est le président de la République lui-même qui avait épinglé et qui a rappelé que le Congo n'était pas exempt de la corruption. Et le Congo, le président lui-même a dit que personne ne passera sous la nasse de la justice. Personne ne passera. Maître Meunier. Oui. Je comprends très bien que vous prenez des précautions. Nous sommes dans la presse. Je vais me permettre, n'est-ce pas, le document dont vous faites allusion, nous l'avons également. Nous sommes dans la presse. Je me permets de lui citer les noms. Alors, la première personne dans ces documents des Panama Papers, c'est Denis Christel Sassou Nguesso, qui a un certain nombre, je crois que c'est lui qui a le plus de comptes que les autres. Il y a Rodolphe Adada également, qui en a 3 comptes. Je ne vais pas donner les chiffres. Les comptes sont, ces documents sont accessibles à tout le monde. Il y a Jean-Richard Itois Bruno aussi, qui en a, je pense qu'il en a 3. Hein? Et puis je vais aussi, les autres, là, il y a Jean-Jacques Bouillard, qui en a aussi beaucoup. Je peux en compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 comptes pour Jean-Jacques Bouillard. Il y a également Gilbert Ondongo, qui lui en a en compte 2, 3, 4, 5, 6 comptes, et Lucien Ebata, qui en a 4. Voilà, donc c'est beaucoup d'argent, près de 5 000 à 6 000 milliards de francs, je pense, hein, qui représentent beaucoup d'argent. Et là, c'est seulement ces gens-là, ils ne sont pas les seuls. On a cité la fille de M. Okemba, qui a donné 1,5 milliard à son amant, mais combien y a-t-il dans son compte qui reste encore dans son compte, et les membres de la famille, et tout là, et tous les autres. Donc, on voit très bien que... Oui. Il faut retenir que la dette du Congo était évaluée lorsque la première mission du FMI est arrivée, était évaluée à 5 325 milliards de francs CFA. À ce moment-là, on nous disait que le Congo avait dépassé les 120% du PIB. Alors voilà. En zone CEMAC, c'est 70% qui est autorisé de ceux de la dette. Donc, lorsque on va rapatrier l'argent gardé dans les paradis fiscaux, ça paiera toute la dette. Et nous allons revenir dans cette situation où nous étions en excédent budgétaire. Donc, cet argent est utile à être rapatrié. Et pour que cet argent soit rapatrié, il faut que les Congolais s'impliquent. Et nous ne leur demandons pas de se suicider, d'aller faire des marches sauvages ou non autorisées, mais de soutenir cette action que nous menons devant la justice, devant les tribunaux. Et cette action, il y a derrière ça toute une stratégie qui se cache derrière. Nous, ici, nous menons un combat sur le terrain, mais il faut aussi soutenir, il faut aussi relever, M. Georges, que les Congolais de la diaspora aussi peuvent mener la même action. Parce que ces gens-là ont des doubles nationalités. Ils ont des résidences en France, aux États-Unis. Et ce lien de résidence ou de nationalité donne le droit aussi à ces Congolais-là de se constituer partie civile et de porter plainte contre ces gens-là. Une fois que nous avons conjugué tous ces efforts, je pense que la pression montante fera que, eh bien, soit ils vont céder, soit ils vont rapatrier l'argent. Et n'incriminons pas seulement la justice, parce que la justice ne reflète que l'image du peuple congolais. Les juges que vous voyez, ce sont les Congolais comme nous et vous. C'est des personnes corrompues, c'est des personnes apeurées, c'est des personnes aussi intimidées. Et donc, tant que nous, le peuple congolais qui détenons la souveraineté, nous ne donnons pas les tempos, nous ne les soutenons pas, je vous dis que nous resterons comme ça à pleurnicher à longueur de journée et rien ne va avancer. C'est pourquoi je lance cette invite au peuple congolais de soutenir l'action judiciaire que nous avons commencé déjà à amorcer. Nous avons déposé la première plainte, nous avons donné les frais de constitution des avocats. Il y a un avocat qui s'est déjà constitué. 6 avocats doivent se constituer dans ce dossier. Et ce n'est pas le seul dossier. Nous avons une deuxième plainte que nous devons déposer dans les jours à venir concernant les terres prétendument vendues ou cédées aux Rwandais. Et donc, l'action est de taille et nous ne pouvons pas avancer dans cette action
tant que nous n'avons pas le soutien du peuple congolais. Et tout à l'heure, nous allons communiquer le numéro de téléphone sur lequel les gens peuvent transférer 1000 francs, 500. Blanchard l'a dit tout à l'heure, si chaque Congolais donne 1000 francs ou 500, 1 million de Congolais, ça nous fera beaucoup d'argent, et nous allons soutenir l'action judiciaire, les honoraires des avocats, et parce que l'action en justice est toujours onéreuse, malheureusement, mais nous avons commencé, il faut que le peuple nous soutienne. Très bien. Ben alors, vous m'avez coupé l'herbe au pied parce que j'étais sur le point de demander à M. Mavungu les technicalités, évidemment, parce qu'une personne qui se trouve à Bambamba ou bien une personne qui se trouve à Enyele, n'est-ce pas, dans l'Infondo là-bas, qui vous écoute, ils vont vous écouter, évidemment. Nous sommes de plus en plus écoutés. Eh bien, qui dit, ah, mais j'ai 100 francs, je n'ai que 100 francs, mais comment je vais faire pour envoyer ce 100 francs-là? Il est à Enyele là-bas, ou bien il est à Bambama, ou il est à Mfouati, ou un peu partout, parce qu'ils seront très, très sensibles, parce qu'ils comprendront, et nous allons continuer, n'est-ce pas, avec cette démarche pédagogique, parce qu'il s'agit de la pédagogie. Il faudra que les populations comprennent un peu les fondements de ce que vous êtes en train de faire. C'est pour eux que vous êtes en train de faire, là où le gouvernement a fermé, a gardé leur argent qu'ils dépensent à autre chose, eh bien, les Congolais sont tout à fait prêts à investir pour récupérer leur argent. Vous l'avez vu, mais vous l'avez dit, Maître Meunier, quand même. Hein? Oui, les Congolais doivent savoir. Bien entendu. Voilà, allez-y. Bien entendu. C'est pourquoi je lance cette invite au peuple congolais de transférer de l'argent en toute sécurité sur le numéro qui sera communiqué, et ils sont libres de se prononcer ou de ne pas se prononcer, c'est-à-dire de s'identifier ou de ne pas s'identifier. Le numéro est complètement sécurisé, anonyme. Ils peuvent envoyer 1000 francs et le compte sera rendu public. Nous avons créé un groupe WhatsApp que nous allons mettre en ligne. Tous les Congolais peuvent intégrer ce groupe WhatsApp. Et dans ce groupe WhatsApp, nous allons tous les jours publier les montants qui sont reçus dans ce numéro de téléphone ou dans les deux numéros de téléphone ou encore dans notre lien Jitsi. Et tous les jours, les comptes seront rendus publics. Nous avons maintenant la transparence. Et ceux qui voudront que leur nom apparaisse, nous dirons que Bertrand Meunier a donné 2000, Blanchard a donné 3000. Ceux qui ne voudront pas, on gardera leur nom anonyme, mais en tout cas, les comptes seront rendus publics, ça sera transparent, que les gens ne se réservent pas, qu'ils n'aient pas peur. Cet argent sera bien géré et nous allons mener une action qui sera louable. J'ai d'ailleurs vu une coalition qu'on appelle Mouvement Citoyen de Consommateurs. Ils ont porté plainte contre la SNE. Mais moi, je suis membre de ce groupe WhatsApp. J'ai vu comment les gens étaient motivés de contribuer les 2000 et 3000 contre la SNE et la SNDE pour des découpages, pour les coupures d'électricité intempestives. Donc là, ils sont en justice contre ces sociétés. Mais pourquoi pas aller en justice contre les voleurs, ceux qui ont volé l'argent de l'État? Pourquoi pas aller en justice contre ces gens-là? Moi, je pense que les Congolais doivent soutenir, et la victoire à cette action permettra d'avoir l'emploi, d'avoir les hôpitaux, d'avoir une justice indépendante et d'avoir aussi l'alternance démocratique et la démocratie. Très bien. Vous avez parlé de l'alternance démocratique et nous avons besoin de cette alternance démocratique au Congo-Brazzaville. Et je vais rappeler aussi, Monsieur Mavungu, Maître Meunier, que dans le temps, nous avons connu des régimes au Congo-Brazzaville qui avaient une orthodoxie financière. Alors, au temps de Massamba Déba, les gens qui allaient en mission revenaient et reversaient l'argent au trésor public. C'est cette orthodoxie financière que nous avons besoin de retrouver au Congo-Brazzaville, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est complètement à l'antipode d'une telle vision. Alors, je vais vous proposer aussi quelque chose. On va vers la fin de notre émission. On a dit pas mal de choses ici. On va s'adresser aussi à une autre catégorie de personnes. Si vous êtes d'accord avec moi, vous le direz. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous le direz également. Alors, c'est quoi cette catégorie de personnes? C'est une catégorie de personnes qui sont dans les allées du pouvoir, qui ont le pouvoir sur l'argent et qui voient des choses se passer. Ils sont là-dedans, mais qui s'exaspèrent quand même aussi de ce qui se passe. Ils arrivent à dire, oh, mais quand même, on peut voler, mais là, c'est quand même trop. C'est quand même trop. Ils ont ce pouvoir-là. Mais ils sont aussi comme victimes pour tout le monde. Ils savent très bien qu'ils ont peur. Ils n'ont pas le pouvoir, mais ils ont peur. Ils ne peuvent pas dire alors qu'ils ne sont pas d'accord. Alors, ces gens-là ont de l'argent aussi. L'argent qui appartient au volet, au fond. Ils ont la main sur ces caisses-là. Ils ont la liberté. Ils ne sont pas punis, mais ils s'exaspèrent de ce qui se passe.
Alors, vous ne pensez pas que ces gens-là aussi, on peut les appeler à vous aider un peu pour avancer? Parce que c'est des gens qui peuvent prendre des sommes incommensurables, des grandes sommes aussi, et mettre là-dedans, mais s'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. C'est une idée qui me vient comme ça, spontanément. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Monsieur nous appelons toutes ces personnes, nous appelons toutes ces personnes à contribuer à l'action. Parce que c'est vrai ce que vous dites. Bertrand, alors, David propose que Blanchard puisse répondre pour essayer d'équilibrer un peu les temps de parole, et puis vers la fin, tu reprendras aussi. En fait, nous lançons l'appel à tout le monde à contribuer, parce que c'est comme vous avez dit, il y a des gens qui ont de l'argent qui traînent là et tout. Et aujourd'hui, il y a beaucoup des indignés. Nous avons vu la réunion que le PCT avait organisée, mais même le comité central, le bureau du PCT n'était pas d'accord de ces accords. Ils ont dit qu'il faut privilégier la voix du peuple et la relation entre le Congo et la RDC. Ils l'ont dit. Donc, je pense qu'il y a beaucoup des indignés. Et il y a des gens qui sont dans le pouvoir, mais qui ne sont pas d'accord de ce qui se passe. Voilà. Des détournements des deniers publics et aussi les cas de la situation avec le Rwanda, les accords avec le Rwanda, parce que c'est des accords très périlleux. Donc, beaucoup ne sont pas d'accord. Nous les appelons à continuer. Nous avons deux numéros. Nous avons le numéro RTL, qui est le 05 511 72 40. 05, je répète, 511 72 40. Le numéro MTN, qui est le 06 830 05 98. 06 830 05 98. Et pour ceux qui sont à l'international, nous avons le lien Leti qui est là. Donc, nous les demandons tous de contribuer afin que nous puissions payer les honoraires des avocats et aussi, voilà, les frais de justice. Donc, nous demandons à tout le monde de... Voilà. De toute façon, ne vous en faites pas. Quand on va monter notre émission, évidemment, on va mettre en saillance ces numéros-là, de sorte que les gens, en regardant notre émission, pourront avoir, n'est-ce pas, accès à ces numéros. Maître Meunier. Oui. Oui, mais sur la même l'idée, comment vous trouvez cette idée-là, de demander même les gens à l'intérieur qui je pense que l'idée est géniale. C'est pas parce que on s'est enrichi avec l'argent du pouvoir qu'on est forcément contre le développement du pays. Il y a des gens qui sont effectivement dans le pouvoir, qui ont de l'argent, mais qui pensent que les choses doivent avancer parce qu'ils ont des enfants qu'ils vont léguer leur héritage. Ils ont des enfants à qui ils vont laisser ce Congo. Il faut bien qu'ils laissent un Congo qui sera entier, un Congo dans lequel les antivaleurs seront bannis, un Congo dans lequel il y aura l'état de droit et le respect des droits fondamentaux des individus. Et donc, ces gens-là peuvent contribuer parce que cette action tend à venir à bout les antivaleurs, notamment les détournements des fonds publics. Et donc, nous les invitons aussi à contribuer en toute sécurité. Nous avons ici dans notre pays une catégorie des commerciaux qu'on appelle les cabines téléphoniques. Lorsque vous venez déposer l'argent dans une cabine téléphonique, c'est le numéro de la cabine qui est tracé, ce n'est pas vous. Donc, ils peuvent envoyer de l'argent dans les cabines téléphoniques sans que ça se passe par leur téléphone personnel, s'ils ont peur d'être tracés. Et donc, nous les invitons, ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, de contribuer dans la mesure du possible pour que cette action aboutisse pour le bien des Congolais et le bien de notre pays. Et peut-être aussi cette autre proposition, parce que les gens ont peur quand on se constitue en coalition et quand on est nombreux, on n'a plus peur. On a peur que quand on est seul. On a peur que quand on n'est qu'à deux. Et puis aussi, en constituant cela, et nous avons désormais des médias. Vous savez très bien que des études ont été faites que les gens ne regardent plus la télé. Il n'y a pas à regarder la télé puisqu'on a notre téléphone dans la poche. Hein? Les gens n'ont plus forcément resté à côté de nos histoires pour écouter des informations. On a tout, n'est-ce pas? On peut écouter des émissions de radio avec son téléphone. Vous voyez un peu? Donc à ce niveau-là aussi,
il faut que les gens se mettent ensemble. Les gens se mettent ensemble. Plus on est nombreux, ben plus on est intouchable. Plus on est intouchable. Parce que nous prenons le relais ici. Les organisations internationales ont des yeux rivés dessus. Hein? Donc là aussi, il faudra que les Congolais comprennent cela. Alors, on va terminer notre émission. Je vais vous donner un peu le temps de conclure, si vous avez, n'est-ce pas, une dernière parole. Et puis aussi, je vais quand même aussi, puisque ça fait partie du paquet, hein, les terres. L'histoire des terres, c'est très important. Il faudrait que les Congolais sachent que le problème des terres n'est pas terminé. Tant que les Congolais n'ont pas la certitude que ces accords ont été annulés complètement, l'histoire des terres va continuer à être au centre du débat public. Et nous n'arrêterons pas, n'est-ce pas, d'en parler. Et puis aussi, l'autre affaire, il faut que les Congolais sachent que ce n'est pas la culture du piment, ce n'est pas la culture du ricin qui est derrière autant d'accords et autant d'enjeux. Derrière ce profil, ça c'est moi qui le dis, ce profil des enjeux de l'évolution du pouvoir. Le fils de M. Denis Sassou Nguesso, je pense quand même qu'il vise ce poste-là. Et puis, des analystes sont absolument sûrs là-dessus qu'il y a des enjeux de dévolution du pouvoir, de passation du pouvoir. Et là, les Congolais ne sont pas prêts à l'accepter, il faut le dire clairement. Ça, c'est moi qui le dis, ce n'est pas vous qui le dites. Je le répète. Alors, je vous laisse votre dernière petite minute pour la conclusion. On va commencer par M. Mavungu et on terminera par Maître Meunier. Bon, merci Georges. Comme je l'ai dit au début, hein, de nous avoir invités d'abord. Maintenant, nous demandons, moi je demande pure et simple l'annulation pure et simple de ces accords, en premier. Et deuxièmement, je demande aux Congolais d'apporter leur contribution afin de payer les honoraires des avocats et les frais de justice. C'est ce que je vais te demander aux Congolais, de se lever et d'apporter pour que ces auteurs soient punis. Et demain, après-demain, l'argent soit restitué aux Congolais. Parce que 14 000 milliards, cet argent-là permet à beaucoup de choses, nous permettre de faire beaucoup de choses, régler le problème des crises que nous vivons aujourd'hui, le problème de route, le problème d'électricité, le problème d'eau. Donc, nous demandons aux Congolais de contribuer pour que nous puissions payer ces avocats qui ont pris la responsabilité de nous accompagner. Donc, c'est ça que je peux dire en dernier mot. Merci beaucoup, M. Mavungu. Très bien, parfait, c'est bien compris, le message est bien passé. Maître Meunier. Au terme de notre émission, je peux dire que les dirigeants de notre pays ont compris que le projet de cession ou de vente des terres congolaises au Rwandais est un projet impopulaire. Ils ont vu comment ça a suscité l'émoi de la population et je suis optimiste, je pense qu'ils ne vont plus avancer avec ce projet. Et que s'ils essaient, moi je pense qu'ils vont croiser la résistance du peuple congolais. Et donc je demande au peuple congolais de continuer à être vigilant, d'être debout. Ce sont nos terres léguées par nos aïeux, nos ancêtres. C'est à cause de ces terres que les André Guéna Machua sont décédés, que les Kimpa Vita, que les Lumumba, que nos pères des indépendances ont donné leur vie. Et donc, il est nulle question pour nous, génération d'aujourd'hui, de céder à cette dictature, de céder à ce projet qui est impopulaire et qui n'apportera rien. Et pour le projet ou la plainte que nous avons déjà déposée devant Madame la doyenne des juges à Brazzaville, nous appelons simplement les Congolais de contribuer et de continuer à veiller à l'action publique, de surveiller ce dont on fait de notre argent, de l'argent du contribuable. J'ai vu dans les réseaux sociaux aujourd'hui seulement qu'il y a un certain Lionel Eyoka qui était lieutenant, qu'on avait radié de l'armée pour avoir détourné 6 milliards à la CNCS, je pense, mais qui encore était nommé par Pauline Makuso comme directeur du système informatique
informatique, système d'information, vous voyez que le pays est en déliquescence. Il faut que les Congolais se lèvent. Il faut que les Congolais libèrent leur bouche pour que les choses changent. Tant que nous ne le faisons pas, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer et le pays tout entier sera vendu aux étrangers et que ça sera des cancres qui vont nous diriger. Merci, très bien. Je souhaite une excellente soirée. Merci, Maître Meunier, merci, M. Bavungu. Vous avez parlé, M. Yoka, de triste mémoire, évidemment, dans l'esprit des Congolais, on le voit à Paris, dans les magasins, avec des liasses de monnaie comme ça, balancées à tout bout de champ. Et voilà un régime qui le ramène. Pour quelle raison le ramène dans cet espace-là? Et donc, ça montre à suffisance que les Congolais doivent se lever. Les Congolais sont très riches, c'est leur argent. Ils doivent revêtir toute leur souveraineté pour récupérer ce qui leur revient. Et que la peur, ne nous avancera pas. Et plus nous sommes nombreux, plus la peur change de camp. Vous savez très bien, Maître Meunier, je pense que tout dernièrement, il n'y a pas 2 mois, il y a 2 mois à peu près, les jeunes ont voulu faire une marche et qu'on les a cantonnés dans une salle, faire la marche dans une salle, et que, voilà, ils ont dit, la raison c'était que, voilà, la police sera vite débordée. C'est une façon de dire que ils n'aiment pas voir les gens au dehors, et s'ils voient les gens au dehors, beaucoup de personnes au dehors, c'est la fin du pouvoir, c'est leur talon d'Achille. Et quand nous connaissons le talon d'Achille, levons-nous dans tous les départements de la République du Congo, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. 30 ans, ça suffit. En fait, les Congolais ont beaucoup d'argent, ils doivent, n'est-ce pas, vivre de leur argent et être fiers, recouvrer leur pleine souveraineté. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis jusque-là dans nos différentes émissions de R7, Renaissance 7, donc Télé-Renaissance. Aimez nos émissions, commentez nos émissions, ça nous donne de la force. Mettez-nous des cœurs et nous serons là pour vous offrir, n'est-ce pas, des analyses sur la situation du Congo et des informations vraies sur la situation du Congo. Merci et nous sommes au plaisir de vous retrouver dans la prochaine émission de Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Je suis Georges Goma. Merci. Au revoir, messieurs. Merci. Au revoir.